Veuillez vous lever. L'audience de la Cour pénale internationale pour l'édition 2022 du concours de procès fictif de la CPI en langue française est ouverte. Veuillez vous asseoir. Mesdames et messieurs, je voudrais souhaiter la bienvenue aux équipes participantes, les représentants du bureau du procureur, c'est-à-dire l'école professionnelle des barreaux de la Cour d'appel de Paris, les représentants du Conseil de la défense, c'est-à-dire l'école des avocats à Lille. Je voudrais également souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui sont présentes ici physiquement dans la salle d'audience, au personnel chargé des audiences qui va nous assister dans notre audience. Je voudrais souhaiter la bienvenue à tout le public nombreux qui est là dans la galerie, aux participants au concours fictif qui se sont déroulés jusqu'à présent et à toutes les personnes qui nous rejoignent aujourd'hui par Internet pour participer au concours ce matin. Je vais à présent demander au greffier d'audience de bien vouloir appeler l'affaire. Madame. Merci, Monsieur le Président. Nous sommes en audience dans le cadre de l'audience de confirmation des charges dans l'affaire Le Procureur contre Luanji Tachechemu, édition 2022 du concours du procès fictif de la CPI en langue française. Nous sommes en audience publique. Merci. Au nom de la Chambre, je vais maintenant demander aux parties à cette audience de se présenter en commençant par le substitut du procureur. Et avant que vous ne preniez la parole, je vais vous demander de parler lentement et de répondre aux questions quand elles vous sont posées avec un petit moment d'attente afin de permettre à tous les participants de bien suivre les débats. En temps ordinaire, ceci est essentiellement destiné aux interprètes. Le substitut du procureur peut maintenant présenter les membres de son équipe. Vous avez la parole, madame. Monsieur le Président, Mesdames les juges, le bureau du procureur est représenté par Monsieur Billet, Madame Lejeune, Monsieur Seba et moi-même, Madame Darve-Barnouz. Je vous remercie. Je me tourne maintenant vers l'équipe de la défense. Le Conseil peut-il présenter les membres de son équipe? Monsieur le Président, Mesdames les juges, nous représentons aujourd'hui le Conseil de la défense de Monsieur Tachechemu. À ma droite, Maître Océane Almeras. Derrière moi, Maître Omélie Bourgois. À ses côtés, Maître Camille Lahertz. Je vous remercie. Quant à moi, Maître Lancel. Merci beaucoup. Le greffe est aujourd'hui représenté par Madame Caroline Bossette, greffier d'audience, et par Madame Marina Voronenko de l'Académie de droit international de l'A Haye. Pour terminer, je voudrais pour ma part vous présenter la Chambre. À ma droite, Madame la juge Reine Alapini-Gansou et à ma gauche, Madame Adélaïde Figueras. Je suis le juge Marc Perrin de Brichambault et je vais présider cette audience. La Chambre va maintenant aborder tour à tour les 3 questions qui délimitent l'objet de l'audience de ce jour. Compte tenu de la nature publique de la présente audience, je vais demander au greffier d'audience de bien vouloir rappeler les questions qui ont été arrêtées par la Chambre préliminaire. Merci, Monsieur le Président. En vue de l'audience de confirmation des charges, la Chambre préliminaire 3 sollicite les observations du procureur et du Conseil de la défense sur les points suivants. Premièrement, l'affaire Le Procureur contre Luanji Tachechemu est-elle recevable devant la Cour pénale internationale? Deuxièmement, les faits exposés sont-ils susceptibles d'être qualifiés de l'un des crimes qui relèvent de la compétence de la Cour pénale internationale? Troisièmement, les faits exposés sont-ils susceptibles de justifier l'engagement de la responsabilité de Luanji Tachechemu en tant que supérieur hiérarchique sur le fondement de l'article 28 du Statut de Rome? Merci. Je vais maintenant donner la parole
au substitut du procureur pour qu'il présente ses observations sur ces 3 questions qui sont à notre ordre du jour. Vous allez disposer pour cela de 30 minutes et la Chambre se réserve la possibilité de vous poser des questions à tout moment ou à l'issue de votre présentation. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames les juges, l'accusation se tient debout devant votre cour pour dénoncer les exactions et les graves violations du droit international commises par Luanji Tatechemu. Alors qu'il occupait l'une des plus hautes fonctions au sein de l'appareil d'État du Lesa-Lilas et que ses actes auraient dû être guidés par le sens du devoir et le respect des normes internationalement reconnues, il a délibérément fait le choix de violer la souveraineté de l'Amékadi, de commettre des exactions à l'encontre de civils et de mettre ainsi en péril la paix et la sécurité internationale. Monsieur le Président, Mesdames les juges, pensez-vous que les faits reprochés à Luanji Tatechemu sont recevables devant votre cour? Au vu des éléments du dossier et de l'évidence de leur portée, l'accusation a conclu que oui. Et pour vous démontrer qu'il existe des motifs substantiels de croire que le suspect a commis les faits qui lui sont reprochés, je vous démontrerai d'abord que l'affaire est recevable devant votre cour, puis que les éléments contextuels et matériels des faits qui lui sont reprochés sont caractérisés. Au préalable, il est établi que l'affaire est recevable en dépit de l'acquittement du suspect par la cour d'assises de Lila. Alors que la défense soutiendra que le suspect devrait bénéficier du principe nebis in idem, en ce qu'il aurait fait l'objet d'un procès au Lesa-Lilas, il est rappelé que l'article 23 du statut de Rome prévoit que la Cour pénale internationale est compétente dès lors que la juridiction devant laquelle l'intéressé a été jugé a eu pour but de le soustraire à sa responsabilité pénale ou que la procédure devant cette dite juridiction n'a pas été menée de manière indépendante ou impartiale. L'accusation s'est donc astreinte à chercher l'intention réelle de l'État. Le manque de volonté est établi sur ce point lorsqu'il est démontré que l'objectif de la procédure de l'État était de faire échapper l'intéressé à la justice. À cette fin, l'accusation s'est fondée sur la peine prononcée comparée à la gravité des crimes en cause et sur l'intégrité du processus d'investigation et de traitement de l'ensemble de l'affaire par les juridictions nationales, notamment au regard du degré d'indépendance des magistrats. En l'espèce, la Cour de Lila a acquitté Luanji Tatechemu pour des faits de crimes et délits de guerre au terme d'une enquête qui aura duré moins d'1 mois et d'un procès de 2 heures et demie. Au regard de l'ampleur et de la gravité des faits reprochés à Luanji Tatechemu, la brièveté du procès paraît incompatible avec l'intention de traduire l'intéressé en justice. Par ailleurs, les mentions de l'arrêt, louant la grande armée du Lesa-Lilas, permettent de douter de l'impartialité et de l'indépendance des juges, tout comme celles enjoignant aux autorités d'Amékadi de balayer devant leurs portes. Le caractère expéditif de l'enquête et du procès, ainsi que le traitement de l'affaire par la juridiction nationale, démontrent l'absence d'intégrité du processus judiciaire au Lesa-Lilas et prouvent le caractère politique de la décision d'acquittement. En conclusion, le suspect ne pourrait exciper du principe nebis in idem pour faire échec à la compétence de la Cour, en ce que son acquittement manifeste l'intention réelle du Lesa-Lilas de le soustraire à sa responsabilité pénale. L'affaire est également recevable en ce qu'aucun État n'enquête ou n'exerce de poursuites relativement aux mêmes faits que ceux qui sont portés devant votre Cour. Conformément à l'article 17 du statut de Rome, l'affaire ne peut être déclarée irrecevable que lorsque les enquêtes et les procès conduits par les instances judiciaires nationales portent sur la même personne, le même comportement criminel visé que dans le mandat d'arrêt émis par votre Cour. Dans l'affaire Simone Gbagbo du 11 décembre 2014, la Chambre préliminaire 1 a repoussé l'exception d'irrecevabilité soulevée par la Côte d'Ivoire, car elle a estimé que cette dernière n'avait pas démontré que la procédure nationale concernant Simone Gbagbo reprenait les faits qui lui étaient reprochés devant votre Cour. En l'espèce, bien qu'une enquête ait été ouverte par le parquet amékadien, celle-ci porte exclusivement sur le missile Buck et le comportement répréhensible de la société militaire privée Revenge. En conséquence, l'enquête en Amékadi ne concerne pas Luanji Tatechemu et est trop restrictive
par rapport aux faits reprochés au suspect. Dans ces circonstances, la Cour devra se déclarer compétente. À présent, il sera établi que les éléments contextuels et matériels des faits reprochés au suspect sont caractérisés. En premier lieu, il sera démontré que la situation en Amékadi est constitutive d'un conflit armé international entre l'État d'Amékadi et l'État du Lessalilas. Dans l'arrêt Tadić du 15 juillet 1999, la Chambre d'appel du tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie a précisé que pour établir qu'un groupe armé agit au nom d'un État, il faut établir que ce dernier exerce un contrôle global sur celui-ci. En l'espèce, l'armée de libération du Lessalilas est la branche armée du mouvement de libération du Lessalilas, un groupe politique nationaliste. Au regard des statuts du MLL, Louandjie Tatechemou était en charge des fonctions politiques et militaires de ce mouvement, notamment en termes d'acquisition et de distribution d'armes. Le suspect étant le responsable militaire du MLL, et l'ALL étant la branche armée du MLL, le suspect était bien de facto le chef armé de l'ALL. En outre, Louandjie Tatechemou coordonnait et planifiait les activités militaires de l'ALL, comme en attestent ses échanges SMS avec Amarina Etcherou, ainsi que les rapports militaires que ce dernier lui transmettait pour le tenir informé de l'évolution du groupe armé sur le terrain. En conséquence, Louandjie Tatechemou exerçait un contrôle global sur le groupe, non seulement en l'équipant, mais également en coordonnant et en prêtant son concours à la planification de l'ensemble de ses activités militaires. Par ailleurs, au moment même où l'ALL fait usage de la force armée en Amékadi, Louandjie Tatechemou a successivement occupé les fonctions de ministre de la Défense, puis de conseiller spécial en matière de défense au sein du gouvernement du Lessalilas. Il convient de conclure que les fonctions politiques et militaires de Louandjie Tatechemou au sein du MLL et de l'ALL étaient confondues avec ses fonctions officielles au sein du gouvernement du Lessalilas. L'État du Lessalilas exerçait donc un contrôle global sur l'ALL au travers des activités politiques et militaires du suspect. Par ailleurs, il convient de rappeler que l'ALL a eu recours à la force armée contre l'armée régulière amékadienne. Partant de cette démonstration, il convient de souligner que la Cour internationale de justice, dans l'affaire sur l'application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, a affirmé que le critère du contrôle global suffit à démontrer l'existence d'un conflit armé international. En conséquence, le conflit en Amékadi est un conflit armé international qui oppose l'armée régulière amékadienne à l'État du Lessalilas par l'intermédiaire de l'ALL. Je vous le dis, quelques attentats, quelques cruautés bien ciblées, et le peuple d'Eskadi oubliera vite sa culture démocratique pour demander la protection d'un chef, et alors, qui d'autre que le président du Lessalilas pour assumer cet honneur ? Alors qu'il vient d'être nommé ministre de la Défense du Lessalilas, Louandjie Tatechemou prononce fièrement ses discours à l'encontre de l'Amékadi. Par l'emploi de ces mots, le suspect révèle son caractère violent, belliqueux et expansionniste. C'est donc bien le crime d'agression commis par le suspect que l'accusation souhaite à présent caractériser. L'article 8 bis du statut de Rome dispose que pour être constitué, le crime d'agression suppose un acte d'agression. En l'espèce, l'État du Lessalilas a envoyé l'ALL en Amékadi. Alors que l'ALL est entré de façon illégale sur le territoire amékadien, le groupe va y commettre de nombreuses attaques à l'encontre de civils, mais également des bombardements contre des instituts militaires et médicaux. Or, l'invasion, l'attaque, le bombardement du territoire d'un autre État constituent des actes d'agression. Le crime d'agression suppose aussi que l'acte d'agression, par sa nature, sa gravité et son ampleur, constitue une violation manifeste de la Charte des Nations Unies. Cette dernière interdit l'emploi de la force contre l'intégrité territoriale d'un autre État et oblige les hautes parties contractantes à respecter les normes du droit international. C'est à ce titre que la Cour internationale de justice, dans son avis consultatif du 8 juillet 1996 sur la licéité de l'emploi, de la menace ou de l'emploi des armes nucléaires, a affirmé
que tout emploi de la force armée doit être nécessaire et proportionné. En l'espèce, l'ALL a employé la force armée contre l'intégrité territoriale d'Amékadi. Ce recours n'était ni nécessaire ni proportionné, en ce qu'il ne répondait à aucun impératif légal. En effet, aucun différend n'opposait les deux États, et dans le cas où un tel différend aurait existé, aucune mesure de médiation n'a été mise en place par le Laissalilas. Enfin, les actes d'agression commis par l'ALL ne sont en rien proportionnés, puisqu'elles ont conduit à la mort de 316 civils, au viol de femmes et de jeunes filles, et à la destruction de l'ensemble du matériel médical de la région d'Escadie. Les actes d'agression sont donc par leur nature, leur gravité et leur ampleur, une violation manifeste de la Charte des Nations Unies. Le crime d'agression suppose également que l'acte d'agression ait été planifié, préparé, déclenché ou commis par une personne effectivement en mesure de contrôler l'action politique ou militaire d'un État et que cette personne ait eu conscience de la violation manifeste de la Charte des Nations Unies. Il doit donc être question de dirigeants de haut niveau, c'est-à-dire de responsables politiques ou militaires. En l'espèce, Luandji Tatechemu a successivement occupé les fonctions de ministre de la Défense et de conseiller spécial à la Défense au sein de l'appareil d'État du Laissalilas. En outre, c'est bien Luandji Tatechemu qui dirigeait l'action militaire du Laissalilas, comme l'affirme la décision du 20 mars 2020. L'ensemble des actes d'agression a été préparé et déclenché par le suspect. En attestent les SMS et les rapports rédigés par le commandant de l'ALL, Amarina Etchero. En conséquence, les fonctions et l'autorité exercées par Luandji Tatechemu sur les forces armées du Laissalilas suffisent à prouver qu'il avait le contrôle de l'action politique et militaire de l'État. Enfin, en tant que brillant avocat et haut fonctionnaire de l'État, Luandji Tatechemu ne pouvait aucunement ignorer que la violation de la souveraineté de l'Amékadi et l'usage excessif de la force constituaient des violations manifestes de la Charte des Nations Unies. Il existe donc bien des motifs substantiels de croire que le suspect a commis un crime d'agression à l'encontre de l'Amékadi. Alors que l'agression est mentionnée dans la Charte des Nations Unies comme le danger ultime pour la paix et la sécurité internationale, et que la jurisprudence du tribunal militaire international pour l'Extrême-Orient considère qu'on ne peut concevoir de crime plus grave qu'une guerre d'agression, car elle menace la sécurité des peuples du monde, l'accusation demande à la Cour de confirmer les charges de crime d'agression pesant à l'encontre de Luandji Tatechemu. Au vu des circonstances de fait établissant le crime d'agression, il n'est pas de meilleure opportunité pour votre Cour de faire entrer ce crime dans sa jurisprudence et de l'extirper de la justice théorique ou d'exception pour en faire un crime à part entière, dont la commission sera réellement vue comme pouvant entraîner des répercussions pénales pour ses instigateurs. Alors que l'objectif premier de la Cour est la lutte contre l'impunité des crimes les plus graves, l'accusation vous demande que plus jamais un tel crime ne soit laissé impuni. Je laisse à présent la parole à M. Raphaël Billet. Monsieur le Président, Mesdames les juges, l'article 61 du Statut de Rome vous pose une seule question. Existe-t-il des motifs substantiels de croire que le suspect a commis les faits qui lui sont imputés? En l'espèce, la réponse incontestablement est oui. D'abord, concernant l'attaque de l'hôpital de Nineveh du 13 février 2018. Le 13 février 2018, les forces de l'ALL ont attaqué au mortier l'hôpital de Nineveh, situé dans l'une des agglomérations les plus densément peuplées d'Escadie. Au cours de cette attaque, 18 patients ont perdu la vie, 10 enfants et 8 soldats. Cette attaque constitue une violation patente d'un principe fondamental du droit humanitaire, celui de la distinction entre les biens civils et les militaires. De surcroît, les hôpitaux bénéficient conformément aux conventions de Genève d'une protection spéciale. En droit, l'article 8.2b2 du Statut de Rome prohibe le fait de cibler intentionnellement un bien civil, sauf s'il a été détourné pour un usage militaire. Or, qu'est-ce qu'une cible militaire? D'après l'article 52.2 du premier protocole additionnel aux conventions de Genève, un bien militaire est un bien qui, par son usage ou par son emplacement, apporte une contribution effective à l'activité militaire, et dont un bien dont la destruction ou la neutralisation
apporterait un avantage militaire précis. L'article 57.2a du premier protocole additionnel pose un principe de précaution dans l'attaque. Toute personne qui dirige une attaque contre une cible a l'obligation de s'assurer préalablement que celui-ci n'est pas un bien civil ou une personne civile. Au besoin, la personne qui dirige l'attaque a l'obligation de mener toutes les diligences nécessaires, toutes les vérifications complémentaires pour s'en assurer. En outre, l'article 19 de la 4e Convention de Genève prévoit que pour qu'un hôpital soit déchu de la protection spéciale dont il bénéficie, une sommation doit avoir été adressée en temps utile à ses occupants afin d'en obtenir l'évacuation. En l'espèce, les forces de l'ALL ne se sont acquittées d'aucune de ces deux obligations préalables. Pas de sommation et pas d'investigation complémentaire. L'attaque a été diligentée sur la seule foi d'un rapport d'ONG, celui de l'ONG Human Rights. Dans ces conditions, une seule conclusion est possible. Si cette attaque a ciblé l'hôpital, c'était de façon intentionnelle, pour détruire une cible civile. Dès lors, il appartiendra à la Chambre de confirmer la charge sur l'article 8.2b2 du statut de Rome en tant que crime de guerre. Concernant le viol et la déportation des femmes d'Aniram. En droit, l'article 8.2b22 du statut de Rome incrimine le viol de guerre. Les éléments constitutifs du crime sont les suivants. La prise de possession du corps de la victime par un acte de pénétration sexuelle, l'usage de la force ou de la menace de la force, à la faveur, éventuellement, d'un environnement coercitif. Enfin, un lien avec le conflit. En l'espèce, les preuves de viol sont accablantes. La dépêche de Reuters du 13 avril 2018 cite un témoin oculaire certifiant que les femmes d'Aniram ont été déportées vers le Lessalilas et qu'au cours de leur périple, elles ont été violées. Le rapport d'Amarina Etcherou du 4 avril 2018 indique, je cite, que la capture des femmes servira de juste récompense aux jeunes loups qui forment les rangs de l'ALL. Enfin, le SMS d'Amarina Etcherou du 13 avril 2018 indique, je cite, « Visite dans un lycée, 50 jeunes filles ont été capturées, les soldats sont contents. » Monsieur le Président, Mesdames les juges, il n'existe aucune autre interprétation raisonnable de ces propos. Il est clair que l'objet de la capture des femmes d'Aniram était qu'elles servent de butin aux combattants de l'ALL. Ces propos ne laissent aucun doute sur les sinistres intentions des combattants. En outre, comment pourrait-on imaginer que les 50 lycéennes, dont certaines étaient mineures, aient pu consentir à un acte de nature sexuelle, sachant qu'elles étaient entourées d'hommes lourdement armés et qu'elles avaient été réduites en captivité? L'élément du contexte coercitif est nettement caractérisé en l'espèce. Il appartiendra donc à la Chambre de confirmer la charge sur l'article 8.2b22 du statut de Rome. Concernant l'attaque dont ont été victimes des membres du CICR le 13 juillet 2018. En droit, l'article 8.2b24 du statut de Rome prohibe le fait d'attaquer des personnes ou des biens porteuses de l'emblème distinctif prévu par les conventions de Genève. Or, en l'espèce, la devanture du bâtiment, le chasuble des membres du CICR, la carrosserie des véhicules, tous portaient clairement l'emblème du CICR. Les combattants de l'ALL ne pouvaient ignorer à qui ils s'en prenaient. En outre, le SMS d'Amarina Etcherou du 13 juillet 2018 précise « Nous avons pris des cadeaux, des habits blancs et rouges. Dès lors, il est indéniable que le 13 juillet 2018, des membres du CICR ont été attaqués. Dès lors, il appartiendra à la Chambre de confirmer la charge sur l'article 8.2b24. Concernant à présent la destruction du vol Airline Vision du 6 juillet 2019. En droit, l'article 8.2a1 du statut de Rome incrimine l'homicide intentionnel de personnes civiles en cas de conflit armé. Le manuel de San Remo de 1995, codification du droit humanitaire coutumier, prévoit au paragraphe 56 que les avions de ligne bénéficient d'une exemption d'attaque, dès lors qu'ils ont un comportement inoffensif et qu'ils ne gênent pas intentionnellement les déplacements de l'armée adverse. Au paragraphe 57 du même manuel, il est prévu que l'avion de ligne n'est déchu de cette protection qu'à des conditions extrêmement restrictives. Il était impossible de la raisonner autrement que par l'usage de la force, et si l'avion représentait un danger manifeste.
Le paragraphe 58 prévoit que le doute bénéficie à l'avion de ligne. En l'espèce, le bilan humain de l'attaque montre qu'il n'y avait aucun militaire à bord. Parmi les 283 passagers et les 15 membres de l'équipage, il n'y avait aucun militaire. Tous étaient civils. En outre, l'avion n'avait pas un comportement offensif. L'avion était blanc, il n'avait pas d'emblème, et aucune sommation n'a été adressée au personnel pour essayer de le détourner de la zone de Nineveh-Two. Dans ces conditions, la matérialité de l'infraction est nettement caractérisée. Et il appartiendra à la Chambre de confirmer la charge sur l'article 8.2ai du statut de Rome. Ah oui, et je laisse à présent la parole à Sophie Lejeune. Monsieur le Président, Mesdames les juges, je vais maintenant revenir sur la responsabilité évidente de Luanji Tatechemu pour les crimes commis par les troupes de l'ALL en Escadie, en sa qualité de supérieur hiérarchique militaire. Ce mode de responsabilité suppose la réunion de plusieurs conditions cumulatives, exposées à l'article 28 du statut de Rome. L'ensemble de ces conditions sont bien remplies en l'espèce. Tout d'abord, bien qu'il soutienne le contraire, Luanji Tatechemu avait manifestement la qualité de chef militaire vis-à-vis des troupes de l'ALL, et ce, conformément aux définitions posées dans la jurisprudence Bemba de 2009. Il ressort de cette jurisprudence que le chef militaire de jure est défini comme étant la personne officiellement ou légalement nommée pour exercer des fonctions de commandement militaire, et le chef militaire de facto comme étant la personne qui n'est pas officiellement ou légalement nommée comme chef militaire, mais qui agit comme tel vis-à-vis des forces et des subordonnés. Ici, il n'est pas contesté que Luanji Tatechemu avait la direction officieuse du MLL jusqu'en février 2018, ainsi que l'atteste l'article 12 des statuts de ce mouvement, qui lui confère de larges attributions en matière d'organisation et de politique interne des branches militaires et politiques du mouvement. Ceci révèle une porosité manifeste entre le MLL et l'ALL, le second étant à l'évidence la branche armée du premier. Ensuite, après avoir intégré le gouvernement lessalilien en qualité de ministre de la Défense, Luanji Tatechemu a pris la tête de l'armée régulière du Lessalilas, comme l'atteste le jugement de la Cour d'assises du 20 mars 2020, indiquant qu'il était accaparé par la direction de la grande armée du Lessalilas. Ces fonctions officielles n'ont pu que renforcer l'emprise de Luanji Tatechemu sur le groupe armé, dans la mesure où il était bien ici fourni un cadre politique et des moyens aux forces armées œuvrant en Escadie. Par ailleurs, Luanji Tatechemu a conservé la direction officieuse de ce mouvement, de par ses liens familiaux avec le nouveau dirigeant du MLL, son petit frère Kishi, qui lui a succédé en février 2018. Mais également de par les relations entretenues avec des amis d'enfance acquis à la cause de l'ALL et des combattants sur place, dont Amarina Etcheru, avec lesquels il n'a cessé de se réunir tout au long de l'année 2018. Enfin, comment la défense pourrait-elle justifier que Luanji Tatechemu ait renvoyé Amarina Etcheru devant la cour martiale du Lessalilas, laquelle n'est compétente que pour juger des crimes commis par des militaires lors de conflits? Ceci révèle, là encore, la porosité entre l'ALL et l'appareil d'État lessalilien, et donc avec Luanji Tatechemu. Sur la condition relative au commandement et au contrôle effectif, il renvoie ici à un réel pouvoir de contrôle des agissements des troupes de l'ALL. Plusieurs critères d'appréciation du contrôle effectif ont été posés dans la jurisprudence Bemba de 2009. On peut citer notamment la position officielle du suspect, le pouvoir d'émettre, de donner des ordres, la capacité de se faire obéir, mais encore le pouvoir de promouvoir, remplacer, sanctionner les membres des forces ou de les démettre de leurs fonctions. Ici, à l'évidence, Luanji Tatechemu exerçait bien un contrôle effectif sur les troupes de l'ALL, et ce, pendant toute la période de commission des crimes, les critères posés dans la jurisprudence Bemba étant bien remplis. Plus précisément, sur la capacité de Luanji Tatechemu à émettre ou donner des ordres, on constate que chaque attaque a été précédée ou suivie le jour même d'un échange de SMS entre Luanji Tatechemu et Amarina Etcheru. L'opération médicale peut être lancée, indique Amarina Etcheru. Ok, lui répond Luanji Tatechemu. Cet échange de SMS s'apparente à l'évidence à une demande de feu vert de la part d'un exécutant attendant un signal de départ avant d'engager une manœuvre. La réponse de Luanji Tatechemu, ok, manifeste son accord au déclenchement de l'opération. Par ailleurs,
le rapport d'Amarina Etcheru, adressé à celui qu'il considère comme son chef direct, Lwandji Tatechemu, constate que, je cite, « Comme convenu, ces hommes veillaient désormais particulièrement à introduire le chaos et le désordre dans le quotidien des habitants de la région. » Ce rapport met ici en évidence l'entente préalable et les ordres donnés par Lwandji Tatechemu. Sur la capacité de se faire obéir, il apparaît ici que Lwandji Tatechemu a ordonné la libération des femmes d'Aniram, suite à quoi les troupes de l'ALL ont obéi en reconduisant effectivement les femmes dans leur localité. À l'évidence, il s'agit ici d'un ordre qui a été donné par Lwandji Tatechemu et qui a été suivi des faits. S'agissant ensuite de la condition relative à la connaissance, Lwandji Tatechemu savait et aurait dû savoir que des crimes se commettaient ou allaient être commis en Escadie. Il ressort là encore de la jurisprudence Bemba de 2009 que le suspect savait, s'il disposait d'informations générales l'avertissant de crimes commis par ses subordonnés ou le mettant en garde contre la possibilité que surviennent des actes illégaux, mais également si des informations étaient disponibles, qui suffisaient à justifier un complément d'information ou d'enquête. Ici, en 2018 et 2019, à l'époque de la commission des faits, à l'évidence, les moyens de communication étaient suffisamment développés pour que Lwandji Tatechemu ait pu être tenu informé des opérations menées en Escadie. En l'espèce, il a été tenu informé en temps réel par Amarina Etcheru du déroulement de la campagne de l'ALL en Amékadi, et ce, comme le montrent les conversations SMS. Les échanges d'SMS révèlent en effet l'usage de noms de code. Opération médicale pour l'attaque de l'hôpital de Ninevotou, opération Ninevotou pour l'attaque du camp d'Aniram, dont la compréhension de ces noms de code par Lwandji Tatechemu, manifestée par son acquiescement, je cite, « Les féticheurs avaient donc raison », démontre là encore la connaissance et la préparation de Lwandji Tatechemu. On ne peut imaginer que Lwandji Tatechemu, en sa qualité d'avocat renommé, n'ait pu imaginer qu'en envoyant sur le terrain des hommes sans formation minimale, sans entraînement nécessaire à la mise en œuvre des principes du droit international humanitaire, n'ait pu savoir que, dans le cours normal des événements, des crimes ne pourraient être commis. La défense ne parviendra pas à nous convaincre d'une telle naïveté de la part du suspect. C'est d'autant plus que de nombreuses sources publiques, émanant de médias ou d'ONG, versées à la Cour, ont couvert le conflit et les crimes commis par les troupes de l'ALL tout au long de l'année 2018. Sur la prise de mesures nécessaires et raisonnables en son pouvoir pour empêcher ou réprimer l'exécution des crimes, Lwandji Tatechemu ne peut ici se dédouaner de toute responsabilité en invoquant son abandon du MLL en février 2018. Cette démission ne l'exonère pas de sa responsabilité, dans la mesure où il a conservé des moyens réels d'empêcher ou de réprimer la commission des crimes. On ne peut se contenter des demi-mesures qu'aurait prises Lwandji Tatechemu, clairement insuffisantes et tardives, à savoir ordonner le rapatriement des femmes enlevées à Aniram ou sanctionner disciplinairement un responsable d'exaction, qui plus est en le réaffectant à un service interne du ministère de la Défense, et ce, plus d'1 an après les premiers crimes commis en Escadie. Si Lwandji Tatechemu peut éventuellement se prévaloir de sa qualité d'autorité de poursuite en soutenant qu'il ne pouvait influencer l'éventuelle condamnation pénale d'Amarina Etcheru, il avait à l'évidence la capacité de sanctionner, et ce même disciplinairement, les autres auteurs des nombreux crimes commis en Escadie. Or, en l'espèce, aucun autre membre de l'ALL n'a fait l'objet de sanctions. Il incombait précisément à Lwandji Tatechemu d'adopter de nombreuses mesures qui étaient bien à sa disposition. Il devait veiller à ce que les troupes de l'ALL soient bien formées au droit international humanitaire. Il devait s'assurer d'obtenir des rapports précis, circonstanciés, indiquant que les opérations militaires menées en Escadie étaient conformes au droit international. Il devait ordonner le retrait des troupes de l'ALL du territoire de l'Escadie. Il devait prendre des mesures disciplinaires pour empêcher les troupes de commettre des atrocités. À l'évidence, ici, aucune de ces mesures n'a été prise par Lwandji Tatechemu. Enfin, s'agissant du dernier élément constitutif de la responsabilité sur le fondement de l'article 28, l'existence d'un lien de causalité entre le manquement du supérieur hiérarchique et la commission des crimes, ici on constate que l'inaction de Lwandji Tatechemu a bien augmenté le risque de commission des crimes à l'origine des charges. Pour en justifier, on peut citer l'enlèvement des femmes d'Aniram, suite auquel Lwandji Tatechemu n'a pris aucune mesure immédiate pour mettre un terme à de tels agissements. En conséquence, plusieurs de ces femmes sont décédées, alors même qu'elles étaient aux mains des hommes de l'ALL. Dès lors, au regard de l'ensemble des éléments exposés,
il apparaît clairement que l'ensemble des critères permettant de retenir la responsabilité de Luanji Tatechemu sur le fondement de l'article 28 du statut de Rome sont remplis. Il est donc demandé à la Cour de bien vouloir confirmer les charges pesant à l'encontre du suspect. Je vous remercie. Merci. Je vais vous demander de conclure. C'est terminé. C'en est tout pour l'accusation. Très bien. Merci beaucoup. Madame la juge, est-ce que vous avez une question? Pas pour l'instant. Pas pour l'instant, monsieur le président. Merci, madame la juge. Je vais avoir une question, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Comme vous avez évoqué le crime d'agression, je voudrais, monsieur le substitut, vous renvoyer à l'article 15 bis du statut, et en particulier au paragraphe 6 et 8, qui prévoit que lorsque le procureur conclut qu'il y a une base raisonnable de mener une enquête pour crime d'agression, il s'assure d'abord que le Conseil de sécurité a constaté qu'un acte d'agression avait été commis par l'État en cause. Et il avise le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de la situation portée devant la Cour et lui communique toute information et document utile. Sous-paragraphe 8 indique que lorsqu'un tel constat n'est pas fait dans les 6 mois suivant la date de l'avis, le procureur peut mener une enquête pour le crime d'agression. Je vais vous demander si le bureau du procureur a actuellement saisi le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de l'allégation que vous venez de nous présenter s'agissant de l'existence d'un crime d'agression dans cette affaire. Monsieur le Président, conformément à l'article 15 bis du statut de Rome, l'accusation a bien saisi le Conseil de sécurité des Nations Unies. Au moment où nous avons décidé de changer les charges pesant à l'encontre de Luanji Tatechemu, conformément à l'article 61.4 du statut de Rome, nous en avons avisé le secrétaire général des Nations Unies. Est-ce que vous avez pour le moment obtenu une réponse du secrétaire général de l'ONU? Pour le moment, pas de réponse. Je vous remercie. Je vais maintenant donner la parole à la défense pour qu'elle nous expose son point de vue sur les 3 questions qui viennent de faire l'objet du débat. Je vous remercie. Monsieur le Président, Mesdames les juges, nous nous sommes levés ce matin non sans difficulté, avec le goût de la peur et le parfum de l'espoir. La peur de ne pas être à la hauteur, mais l'espoir qu'aujourd'hui, nous puissions parvenir avec mes consoeurs à porter la voix de cet homme. Cet homme présenté tantôt comme un monstre, tantôt comme un lâche. Un homme dont les convictions vous sont certainement étrangères, mais un homme tout de même. Notre intention aujourd'hui n'est point de nier ni la gravité ni l'horreur. Celles-ci nous ébranlent et nous conduisent nécessairement à témoigner toute notre solidarité avec les familles endeuillées. Aucun mot ne pourra jamais panser les plaies de ces femmes, de ces hommes, de ces enfants, dont l'innocence a été à jamais piétinée. Notre rôle aujourd'hui est de vous permettre d'approcher au plus près la réalité de ce dossier. Et la tâche est rude, mais non moins nécessaire. Car vous, et vous seul, déciderez si l'accusation a rassemblé des preuves démontrant qu'existent des motifs substantiels de croire que M. Tatechemu a commis les crimes pour lesquels il comparaît devant cette chambre, pour lesquels il ne cesse, je le rappelle, de ne clamer son innocence. La défense s'attachera donc à vous démontrer que l'accusation a failli dans cette entreprise, car en réalité, ni cette affaire, ni cet homme n'ont leur place devant la Cour pénale internationale. Nous soutiendrons tout d'abord que cette affaire doit être déclarée irrecevable. En premier lieu, car M. Tatechemu a d'ores et déjà été jugé pour les crimes visés dans le mandat d'arrêt délivré par la Chambre le 3 février 2020, conformément aux dispositions de l'article 17.1c du statut de Rome. En second lieu, car le seuil de gravité
visé à l'article 17.1d du statut n'est en l'espèce pas atteint. Je laisserai ensuite le soin à mes consoeurs de vous démontrer à la fois que les crimes de guerre et d'agression ne sont point caractérisés, mais également que M. Tatechemu n'a aucunement participé à leur commission. Vous l'aurez donc compris, Monsieur le Président, Mesdames les juges, la défense sollicite que les charges retenues contre M. Tatechemu soient aujourd'hui rejetées dans leur intégralité. S'agissant donc tout d'abord de l'irrecevabilité de cette affaire, l'accusation a tenté par tous les moyens de vous faire croire que les autorités du Laissalilas ont agi dans le dessein de soustraire le prévenu à sa responsabilité pénale. Elle estime également, chose étrange, que la procédure devant la cour d'assises de l'ILAS aurait été menée dans des circonstances incompatibles avec l'intention de traduire l'intéressé en justice, en somme, que les magistrats nationaux seraient sous la coupe du gouvernement du Laissalilas. Mais aucun de ces arguments n'emportera conviction. S'agissant du manque de volonté de l'État, la présente Cour a déjà jugé dans l'affaire le procureur contre Germain Katanga que celui-ci s'entend du manque de volonté, manifestant le souhait d'entraver le cours de la justice. En l'espèce, aucun élément ne permet de considérer que le Laissalilas aurait agi dans le but d'entraver le cours de la justice, à savoir de faire obstacle à la compétence de la présente Cour. Le Laissalilas, c'est bien au contraire démarqué par sa capacité à mener des investigations dans des délais raisonnables, mais aussi par sa volonté profonde d'identifier et de confronter les responsables des exactions commises en Est-Kadi. Pour rappel, M. Tatechemu a été arrêté par les autorités du Laissalilas exactement 48 heures après qu'une rencontre entre le bureau du procureur et le ministre de la Justice du Laissalilas ait été organisée dans le cadre d'une demande de sursis à enquêter sur le fondement de l'article 18.2 du statut de Rome. Et un mois plus tard, M. Tatechemu est déféré devant la cour d'assises de l'ILAS, s'agissant de son implication dans des faits qualifiés, en conformité avec le Code pénal national, de crimes et délits de guerre. Permettez-moi, à ce titre, de rappeler que la présente Cour a déjà interprété l'article 17 du statut dans l'affaire le procureur contre Saïf al-Islam Kadhafi, comme se référant à une affaire dans laquelle le comportement faisant l'objet des investigations nationales est substantiellement le même que celui visé dans l'affaire portée devant la Cour. L'accusation prétend que la décision nationale ne concernerait que le tir du missile Buck ayant causé le crash de l'avion ALV-22. Permettez-moi à ce titre, Monsieur le Président, Mesdames les juges, de vous lire le dispositif du jugement d'acquittement. L'implication de l'accusé dans les crimes qui lui étaient reprochés dans le mandat d'arrêt délivré par la CPI n'est pas démontrée au-delà de tout doute raisonnable. Les crimes reprochés dans le mandat d'arrêt. Sur quoi donc se base l'accusation pour en venir à cette conclusion? S'agissant par ailleurs du déroulement du procès devant la cour d'assises, pendant 2h30, chaque élément de preuve, chaque témoignage ont été étudiés, questionnés et examinés. Pourtant, à l'issue du procès, les magistrats de la cour d'assises ont jugé que l'implication de M. Tatechemu dans les crimes n'était pas démontrée au-delà de tout doute raisonnable et rendait en conséquence une décision d'acquittement. J'entends aujourd'hui le bureau du procureur critiquer avec véhémence la durée qu'il considère brève de ce procès. Remet-il donc en cause le principe du droit à être jugé dans un délai raisonnable, corollaire du droit à un procès équitable internationalement reconnu? La défense est d'ailleurs surprise de constater que l'accusation ne s'attarde point sur le temps écoulé entre la saisine de la Cour pénale internationale par le Conseil de sécurité des Nations unies, le 30 janvier 2020, et la délivrance du mandat d'arrêt, le 3 février 2020. À peine 4 jours. 4 jours pour examiner la saisine du Conseil de sécurité. 4 jours pour étudier la situation des ferrés. 4 jours pour décider de l'ouverture d'une enquête, mais aussi pour estimer nécessaire l'arrestation et l'incarcération de M. Tatechemu.
Celui-ci est pourtant présumé innocent, conformément à l'article 66.1 du statut de Rome. Pour toutes ces raisons, la défense sollicite donc de la Chambre que l'affaire soit déclarée irrecevable sur le fondement de l'article 17.1c du statut. Si par extraordinaire, vous deviez considérer que les conditions prévues à cet article ne seraient point réunies, la défense soutient que les crimes commis en Est-Cadie ne revêtent point le seuil de gravité visé à l'article 17.1d du statut de Rome. Cet article n'est en réalité que la concrétisation de la volonté des fondateurs de cette institution. Empêcher l'impunité des crimes les plus graves, touchant l'ensemble de la communauté internationale. Dans l'affaire Le Procureur contre Thomas Lubanga Diallo, en 2006, la Cour a considéré que la recevabilité de l'affaire soumise à son appréciation suppose que les faits poursuivis aient été commis soit à grande échelle, soit de manière systématique. Ce sont là les critères qualitatifs et quantitatifs appliqués par la Cour. S'agissant du critère qualitatif, la jurisprudence des tribunaux pénaux internationaux est particulièrement éclairante. Et bien qu'elle ne soit pas applicable per se devant cette Cour, elle peut vous fournir une orientation significative conformément à ce qu'a jugé l'honorable Cour dans l'affaire Lubanga. Ainsi, le tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie considère que tout acte systématique suppose l'existence d'un schéma ou d'un plan méthodique évident. Pour sa part, le tribunal pénal pour le Rwanda considère que le caractère systématique doit révéler l'existence, je cite, d'un modèle d'organisation et d'une politique concertée mettant en œuvre des moyens publics ou privés considérables. Il s'agit de l'affaire Akayesu. Dans le cas qui nous occupe, force est de constater que les crimes perpétrés en Est-Cadie, aussi graves qu'ils puissent être au sens commun du terme, n'ont point été commis de manière systématique. Rien ne démontre qu'ils s'inscrivent dans un plan méthodique, avéré, ni dans une politique concertée au niveau étatique. Par ailleurs, le critère de la grande échelle, le critère donc quantitatif, renvoie non seulement à l'exigence d'une multiplicité des victimes, mais aussi à une multiplicité des auteurs, et c'est ce qu'a jugé le tribunal pénal pour le Rwanda dans l'affaire Rutaganda en 1999. Ici, aucun élément de preuve présenté par l'accusation ne détaille qui sont les auteurs matériels des crimes commis, ni quel est leur nombre exact. Le critère de gravité fait donc manifestement défaut, ce qui justifie une nouvelle fois que cette affaire soit jugée irrecevable. Monsieur le Président, Mesdames les juges, punir à tout prix. Tel est donc le mot d'ordre de l'accusation qui ferme les yeux sur les procédures antérieures, jusqu'à même ignorer la violation des droits les plus élémentaires de M. Tatechemu commise à l'occasion de son arrestation par l'État du Musédé. Privé d'eau et de nourriture, privé de sa dignité, privé d'un conseil. Telle a été la situation de M. Tatechemu le 10 janvier 2021. La défense vous demande donc, pour toutes ces raisons, de conclure à l'irrecevabilité de cette affaire. Si vous le permettez, je laisserai à présent la parole à Maître Manon Lancel. Monsieur le Président, Mesdames les juges, la réalité dépasse la fiction, car la fiction doit contenir la vraisemblance, mais non pas de la réalité. C'est une véritable fiction que nous livre aujourd'hui l'accusation. Cette dernière nous fait le dessin d'une guerre, ou dois-je dire d'un conflit armé international, entre deux États, la Mécadie et le Lessalila. Un conflit au cours duquel le Lessalila, par l'intermédiaire de l'armée de libération des Lessas, se serait rendu coupable de crimes de guerre et de crimes d'agression. Cependant, le récit de l'accusation est parcellaire, lacunaire, et présente la réalité amécadienne à travers un prisme simplificateur, ce qui a pour conséquence non seulement
d'aboutir à une vision erronée de la réalité, mais surtout à une qualification juridique des faits inexacte. Honorable juge, cette affaire n'a pas sa place devant la Cour pénale internationale. Non seulement parce qu'elle est irrecevable, mais aussi parce que les exactions commises n'entrent pas dans le champ de compétence de la Cour pénale internationale. Je m'attacherai donc à vous démontrer que les qualifications de crimes de guerre, d'une part, et de crimes d'agression, d'autre part, ne peuvent être retenues dans le cadre de la présente affaire. En revanche, la défense soutiendra que les crimes commis en Escadie correspondent à des actes sporadiques et isolés de violence, commis dans un contexte de troubles et tensions internes. L'un des exemples les plus frappants de la simplification à outrance de l'histoire récente de la Mécadie, à laquelle procède l'accusation, concerne la qualification du conflit qui prévaut en Escadie. L'accusation soutient fermement que ce conflit constitue un conflit armé international, ou plus exactement, un conflit armé internationalisé. Elle prétend ainsi que le conflit opposerait d'une part l'État de la Mécadie et de l'autre l'État du Lessalila. Au soutien de ces arguments, l'accusation vise la jurisprudence du tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie. Toutefois, le bureau du procureur semble omettre certaines parties de cette jurisprudence, en particulier le début du paragraphe 84, selon lequel il est indéniable qu'un conflit armé est de caractère international s'il oppose deux ou plusieurs États. De plus, un conflit armé interne qui éclate sur le territoire d'un État peut devenir international si les troupes d'un autre État interviennent dans le conflit, ou encore si certains participants au conflit armé interne agissent au nom de cet autre État. La notion de contrôle global n'est en réalité abordée que dans cette dernière hypothèse, à savoir l'internationalisation d'un conflit armé. La défense relève alors deux failles dans l'argumentation de l'accusation. D'abord, la jurisprudence utilisée par le bureau du procureur précise qu'un conflit armé interne qui éclate sur le territoire d'un État peut devenir international, ce qui suppose l'existence préalable d'un conflit armé interne. Or, l'accusation n'apporte aucun élément permettant d'établir l'existence d'un tel conflit avant que l'ALL n'intervienne. Pire, elle ne le soutient même pas et évoque dans ses observations écrites de fortes tensions en Escadie. Ensuite, et c'est là la deuxième faille, il revenait à l'accusation la tâche de démontrer au regard de la jurisprudence citée que certains participants au conflit armé interne agissent au nom de cet État. Comme indiqué par l'accusation, cette même jurisprudence prévoit que pour engager la responsabilité d'un État, il faut établir que celui-ci exerce un contrôle global sur le groupe armé, en l'équipant et en le finançant, mais aussi en coordonnant ou en prêtant son concours à la planification de l'ensemble de ses activités militaires. Or, il n'existe à ce jour aucun élément probant permettant d'établir un quelconque financement ou équipement de l'ALL par l'État du Lessalila. De même qu'il n'existe aucune preuve que l'État aurait prêté son concours à la planification de l'ensemble des activités militaires menées par l'ALL. Et pour cause, l'ALL constitue la branche armée d'un mouvement politique, le mouvement de libération des Lessas. À l'instar d'un parti politique, son objectif n'est aucunement de représenter l'État dans un conflit international. Honorable juge, les qualifications d'actes constitutifs de crimes de guerre supposent nécessairement l'existence d'un conflit armé. Ce dernier faisant défaut dans le cadre de la présente affaire, les chefs d'accusation de crimes de guerre portés à l'encontre de M. Tatechemu ne peuvent être retenus. L'accusation s'enlise davantage encore dans sa vision réductrice de la réalité, en qualifiant l'arrivée de l'ALL en Escadie en un crime d'agression, en application de l'article 8 bis-2-G du statut de Rome.
Je ne reviendrai pas sur l'article 15 bis du statut, bien que la défense s'étonne de l'affirmation de l'accusation, puisque aucun acte de procédure quant à une prétendue communication avec le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies n'a été établi. Par ailleurs, l'article 8 bis-2 définit l'acte d'agression comme l'emploi par un État de la force armée contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre État. À première vue, donc, aucune raison que les exactions commises en Escadie soient qualifiées de crimes d'agression, les exactions n'ayant manifestement pas été commises par un État, mais par l'ALL, branche armée d'un mouvement politique. Plus exactement, l'accusation fonde ce chef d'accusation sur l'article 8 bis-2-G au titre du statut de Rome, au titre duquel est constitutif d'actes d'agression l'envoi par un État ou au nom d'un État de bandes, groupes, troupes irrégulières ou mercenaires armés qui exécutent contre un État des actes assimilables à ceux des forces armées. Or, en l'espèce, rien ne lie l'appareil étatique du Lessalila à l'ALL, si ce n'est à la rigueur, et pour être tout à fait honnête, la vie d'un homme, d'un seul, dont le parcours a commencé au sein de l'ALL, s'y est arrêté et s'est poursuivi au sein du ministère de la Défense. Il n'existe aucun élément permettant d'établir que l'ALL était envoyée par l'État. Sur ce point, l'accusation se prévaut une nouvelle fois de l'existence d'un contrôle global de l'État du Lessalila sur l'ALL. Cet argument a déjà été contesté par la défense. Monsieur le Président, Mesdames les juges, pour toutes ces raisons, les attaques perpétrées par l'ALL ne sauraient être qualifiées de crimes d'agression au sens de l'article 8 bis-2 du statut. Mesdames, Monsieur le juge, je vous pose la question. De quoi parlons-nous ? Nous parlons de 4 attaques. 4 attaques en 1 an et demi. 4 attaques dont aucune n'a été menée dans le cadre d'un conflit armé. Toutes ont été pensées selon un mode opératoire distinct. Toutes ont été réalisées au moyen d'outils distincts. Toutes ont été exécutées dans des lieux et des moments distincts. Rien, absolument rien ne permet de lier ces attaques les unes aux autres. Ce qui fait d'elles, non pas des crimes de guerre commis dans un contexte de conflit armé, ni même des crimes d'agression, mais des actes isolés et sporadiques de violence, prenant place dans un contexte de troubles et tensions internes. Monsieur le Président, Mesdames les juges, il n'est pas honteux de le dire. Il n'y a pas eu de crimes de guerre, pas plus que de crimes d'agression en Escadie. Il n'est pas non plus honteux de le croire. Les arguments soulevés par la défense correspondent à une réalité bien ancrée. Nier cette réalité, c'est nier l'histoire d'un peuple, l'histoire d'un pays. Je vous disais au début de cette intervention que cette affaire n'a pas sa place devant la Cour pénale internationale. En réalité, cet homme non plus. Si vous voulez bien, je cède la parole à ma consoeur sur ce point. J'écoute les bruits de la ville, et prisonnier sans horizon, je ne vois rien qu'un ciel hostile et les murs nus de ma prison, écrivait un poète. Auriez-vous l'obligeance de parler plus près de votre micro, s'il vous plaît ? Oui, je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames les juges, ces mots pourraient être ceux de Lwangi Tateshemu, cet homme harassé, usé, détenu à titre préliminaire depuis plus d'1 année. Cet homme ne vous paraît-il pas plus affligé qu'affligeant, plus impressionné qu'impressionnant ? À 2 reprises, le 10 février 2020 et le 11 janvier 2021, cet homme est arrêté, emprisonné, privé des siens et de sa liberté. Lwangi Tateshemu, dont l'incarcération a annihilé tout projet de vie et toute ambition, n'a désormais plus comme compagne que l'attente insoutenable et intarissable de cette audience, à l'issue de laquelle, Monsieur le Président, Mesdames les juges, vous déciderez si oui ou non cet homme sera jugé. Pour ce faire, il vous appartient, je ne vous l'apprends pas, d'analyser et d'apprécier
consciencieusement, scrupuleusement, les preuves que nous apporte aujourd'hui l'accusation. Je reviendrai sur chacune d'elles et m'évertuerai à démontrer, à l'instar de mes consoeurs, que la lecture du présent dossier à laquelle se livre l'accusation aujourd'hui est parcellaire, réductrice et erronée. L'accusation tente tout d'abord de démontrer la responsabilité et la culpabilité de l'ONG Tatechemu en s'appuyant sur de nombreux rapports d'organisations non gouvernementales, d'ONG donc, et d'agences de presse. L'accusation vous les présente comme de véritables bibles, évangiles et comme autant de dogmes irréfragables et irréfutables. Je vous invite pour ma part à les regarder et à les apprécier avec prudence et pour ce qu'ils sont. Des rapports orientés, contradictoires, dont le contenu n'a fait l'objet d'aucune vérification et dépourvu de toute valeur probante. Des rapports contradictoires, d'abord, vous l'aurez probablement remarqué. Je ne m'appesantirai guère sur ce point et n'évoquerai qu'un seul exemple. L'ONG Wokolix présente M. Tatechemu comme le chef direct d'Amarina Ereshu, comme une personnalité dirigeante de l'armée de libération des Lessa, quand l'agence de presse Weavers le présente quant à elle comme un individu soumis, craignant au plus haut point de trahir les féticheurs et suivant scrupuleusement leurs avis. M. Tatechemu est ainsi tantôt présenté comme un dirigeant, comme un décideur, tantôt comme un simple exécutant, étonnant, surprenant. Comment dès lors démêler le vrai du faux? Des rapports au contenu à vérifier, ensuite, ceux en violation de la règle 104 du règlement de procédure et de preuve de l'honorable Cour, en vertu duquel le procureur est tenu de vérifier le sérieux des renseignements portés à sa connaissance. Or, force est de constater que l'accusation ne fait aujourd'hui l'état d'aucun élément ni d'aucune trace d'une quelconque vérification de la véracité et de l'exactitude du contenu de ces rapports. Des rapports dépourvus de toute force probante, enfin, je rappellerai à votre Chambre, si besoin était, que la Cour a jugé dans l'affaire Katanga que les rapports d'ONG doivent donner suffisamment d'indications sur leurs sources pour être admis comme éléments de preuve. La Chambre préliminaire avait en outre jugé dans l'affaire Gbagbo que les rapports d'ONG et les articles de presse ne constituent normalement pas un substitut valide au type de preuve nécessaire pour la confirmation des charges conformément à la norme d'administration de la preuve applicable. Votre Chambre en prendra et fera dès lors sien, conformément à l'article 21 du Statut de Rome, les principes consacrés en matière d'administration de la preuve dans les affaires Katanga et Gbagbo et émettra ses plus expresses réserves quant à la fiabilité des rapports sur lesquels se fonde aujourd'hui l'accusation. L'accusation s'appuie ensuite sur des échanges de SMS, prétendument extraits du téléphone portable de M. Tatechemu. Parlons-en de ces SMS, scrupuleusement sélectionnés par l'accusation. Car il faut le reconnaître, l'accusation s'est sur ce point livrée à un travail méticuleux et remarquable, en piochant, parmi de nombreuses conversations retrouvées au sein du téléphone de M. Tatechemu, des messages qui, pris isolément et détournés de leur contexte, lui donnent toute latitude pour se livrer à une lecture partiale et déductive du présent dossier. Cette absence d'éléments de contexte obère toute lisibilité. La défense regrette que les conversations dont sont extraits ces messages ne soient pas versées au débat. Elle tient également à souligner le faible nombre de messages attribués à M. Tatechemu. Travail acharné n'est point synonyme de quantité. 5 messages attribués à M. Tatechemu sont versés au débat par le bureau du procureur. Mais surtout, des SMS dépourvus de toute valeur probante et irrecevables devant l'honorable Cour. Des SMS dépourvus de toute valeur probante d'abord, car le bureau du procureur ne produit aucun élément permettant de les authentifier. Il ne produit aucun procès-verbal ni aucun élément de procédure relatif à l'exploitation prétendument réalisée du téléphone de M. Tatechemu. Vous n'êtes pas sans savoir, Monsieur le Président, Mesdames les juges, que la Chambre de première instance a jugé dans l'affaire Katanga que les éléments de preuve numériques ne peuvent être vraiment considérés comme des preuves qu'à la condition d'être authentifiés. Cette condition faisant en l'espèce manifestement défaut, votre Chambre ne saurait reconnaître une quelconque valeur probante à ces SMS. Des SMS irrecevables, ensuite, car collectés et recueillis en violation des droits reconnus à M. Tatechemu, plus particulièrement de son droit au respect à la vie privée. Au terme de l'article 69.7a du Statut de Rome, les éléments de preuve obtenus par un moyen violant les droits de l'homme internationalement reconnus ne sont pas admissibles lorsque cette violation met sérieusement en question, en doute, la crédibilité des éléments de preuve. Or, comment ne pas douter, Monsieur le Président, Mesdames les juges, de la crédibilité de SMS extraits d'un téléphone portable dont l'exploitation ne mentionne nullement les conditions ni les méthodes de sa réalisation. Tous ces éléments constituent autant de pièces d'un seul et même puzzle, aux contours bien dessinés. Celui d'un bureau du procureur désœuvré,
qui peine à démontrer l'existence de motifs substantiels de croire que M. Tatechemu a commis les crimes pour lesquels il comparaît aujourd'hui devant votre juridiction. Force est en effet de constater que le bureau du procureur ne parvient pas à démontrer l'implication de M. Tatechemu dans les exactions commises dans la région de l'Escadie. Par implication, j'entends naturellement une implication directe de terrain, mais aussi une implication plus indirecte de celle des chefs militaires et supérieurs hiérarchiques qui, par leur commandement ou leur supervision, acquiescent aux exactions perpétrées par leurs subordonnés ou individus placés sous leur rang. Non, cet homme n'était pas, au moment de la commission des différentes exactions, le chef militaire de l'armée de libération des Lessa, pas plus qu'il n'était le supérieur hiérarchique des membres de cette armée. Non, sa responsabilité ne saurait être engagée, ni sur le fondement de l'article 28A, ni sur celui de l'article 28B du statut de Rome. Et pour cause, si M. Tatechemu a créé le mouvement de libération des Lessa, il ne le conteste d'ailleurs nullement, il en a quitté la direction le 10 février 2018, soit avant même que ne soient commis les multiples crimes qui lui sont aujourd'hui reprochés. À cette date, il quitte le territoire de l'Escadie et intègre le gouvernement du Lessa Lilas en qualité de ministre de la Défense. Ce poste prestigieux à haute responsabilité est extrêmement prenant et prévaut très largement sur son engagement au sein du mouvement de libération des Lessa. Éloigné du théâtre des opérations, l'ONG Tatechemu n'est pas informé des projets d'exaction et n'exerce aucun contrôle, aucun ascendant, ni aucune autorité sur les forces militaires de l'armée de libération des Lessa. Les conditions cumulativement requises et énoncées par l'accusation au titre des articles 28A et 28B du statut ne sont donc pas réunies. Je rappellerai à ce titre qu'en matière de succession de plusieurs chefs hiérarchiques ou de plusieurs chefs militaires, le TPIY a à plusieurs reprises jugé, notamment dans l'affaire Adina Zakovic, que le contrôle doit exister au moment de la commission des crimes. Or, à la date de la commission des différentes exactions, M. Tatechemu avait quitté la direction du mouvement de libération des Lessa. Vous l'aurez compris, les preuves collectées par le bureau du procureur sont minces. Les efforts déployés n'ont manifestement pas payé. L'accusation ne parvient pas à démontrer l'existence de motifs substantiels de croire que M. Tatechemu a commis les crimes qui lui sont imputés et pour lesquels il est privé de sa liberté depuis plus d'une année. Obstination n'est point synonyme de démonstration ni de persuasion. Vous refuserez dès lors, Monsieur le Président, Mesdames les juges, de confirmer les charges qui pèsent sur M. Tatechemu. Je vous remercie. Nous avons entendu un certain nombre de points importants qui ont été soulevés par les présentations des parties. Chacune d'entre elles va pouvoir maintenant répondre à ces questions dans le même ordre que celui que nous avions observé précédemment. Je vous demande de faire attention au temps qui vous est imparti pour cette partie de l'audience. Chaque équipe dispose de 10 minutes pour exposer sa réponse. Et nous allons donc commencer par le bureau du procureur. Vous avez la parole, madame. Monsieur, pardon. Merci, Monsieur le Président. Mesdames les juges, l'accusation souhaite en effet revenir sur plusieurs points qui ont été soulevés par la défense dans sa plaidoirie. Donc, premièrement, concernant la recevabilité et la compétence de la Cour concernant cette affaire. Deuxièmement, concernant les qualifications que le bureau du procureur a retenues dans cette audience de confirmation des charges. Et enfin, sur les différents points soulevés concernant l'admissibilité et la force probante des preuves présentées par le bureau du procureur dans son dossier. Premièrement donc, Monsieur le Président, Mesdames les juges, concernant la recevabilité de cette affaire. Le bureau du procureur reconnaît la souveraineté des États concernant les affaires qui les concernent directement. Cependant, le bureau du procureur ne peut pas se permettre d'être naïf concernant les procès qui ont pu se dérouler dans les États territorialement compétents. Or, en l'occurrence, la défense soutient que l'affaire Louandji Tatechemu devrait être jugée irrecevable en application du principe ne bis in idem, car le suspect aurait été déjà définitivement acquitté dans son pays. Puisque cette requête en irrecevabilité est présentée par la défense, c'est bien à elle qu'il incombe de prouver que l'arrêt rendu par la Cour d'assises de Lilla remplit bien les critères des articles 17-1-C et 20 du statut de Rome. De plus, la défense prétend que le bureau du procureur aurait agi dans la précipitation en délivrant un mandat d'arrêt aussi rapidement
après le renvoi de la situation en Escadie. À cet égard, l'accusation rappelle que le mandat d'arrêt délivré à l'encontre de Louandjit Tatechemou l'a été par la Chambre, et ce parce qu'elle a estimé à ce moment-là qu'il existait bien des motifs raisonnables de croire que Louandjit Tatechemou avait effectivement commis des crimes relevant de la compétence de la Cour. Or, il ne s'agit pas ici, lors de cette audience de confirmation des charges, de remettre en cause ce premier jugement par la Chambre. De plus, la défense néglige le fait qu'au moment où le Conseil de sécurité des Nations Unies a renvoyé la situation en Escadie, il existait déjà un mécanisme international indépendant et impartial d'établissement des faits en Amécadie qui menait l'enquête depuis longtemps sur les faits se produisant sur ce territoire. Enfin, entre l'émission du mandat d'arrêt et l'audience de confirmation des charges, se sont par ailleurs passées plus de 2 années pendant lesquelles le bureau du procureur a approfondi son enquête, ce qui n'était évidemment pas le cas au Lessalila, où l'enquête a duré en tout et pour tout 1 mois. Ensuite, l'accusation tient à préciser que le Lessalila n'a pas effectivement demandé de sursis à enquêter en application de l'article 18-2 du statut de Rome. Il s'agissait simplement de pourparlers préalables qui n'a pas donné lieu à une réelle demande. Ensuite, concernant maintenant la qualification des crimes que le bureau du procureur a retenus. Concernant donc, premièrement, le crime d'agression. La Cour, en application de l'article 15 ter 4 du statut de Rome, lorsque la situation est renvoyée par le Conseil de sécurité, la Cour n'est pas tenue par les constatations d'un organe extérieur, serait-ce le Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est bien au titre de sa fonction juridictionnelle et à l'aune de son statut et de sa jurisprudence que la Cour doit se déterminer sur la qualification des crimes et notamment le crime d'agression. En revanche, la résolution du Conseil de sécurité renvoyant la situation en Escadie a bien eu pour effet de déclencher la compétence de la Cour concernant le crime d'agression commis sur ce territoire, en application également de l'article 15 ter du statut. Or, en l'espèce, tous les éléments caractéristiques du crime d'agression sont bien réunis en Escadie, comme le bureau du procureur l'a exposé dans son réquisitoire. En effet, l'invasion de l'Escadie et la volonté expansionniste des troupes de l'ALL, dirigées par Louandjit Tatechemou, est avérée par le rapport du général Amarina Etcheru adressé à celui qu'il considère comme son supérieur, c'est-à-dire Louandjit Tatechemou, et dans lequel il fait état de la prise de contrôle progressive de l'ALL sur l'ensemble du territoire d'Escadie. Celui-ci dit bien que, comme préalablement convenu, les hommes de l'ALL ont tissé une toile d'araignée sur toute l'étendue du territoire escadien. Cet élément est également important pour la qualification du conflit armé international que retient le bureau du procureur en l'occurrence. Il ne s'agit pas, comme la défense l'a affirmé dans sa plaidoirie, d'un conflit armé non international qui se serait internationalisé, mais bien d'un conflit armé international opposant 2 États souverains, l'Amécadie et le Lessalila. Or, un conflit armé international qui oppose donc 2 États, selon l'article 2 commun aux conventions de Genève, nécessite pas que des critères d'intensité des combats soient détaillés pour que ce conflit soit caractérisé. Par ailleurs, en l'espèce, le Lessalila est frontalier de l'Escadie et a des visées donc expansionnistes concernant son voisin. Le critère du contrôle global doit donc être plus facile à caractériser dans ce cas, comme la jurisprudence du TPY dans l'arrêt Selebici le confirme. Enfin, et dernièrement, l'accusation aimerait revenir sur les points soulevés par la défense concernant l'admissibilité des preuves. À cet égard, l'accusation rappelle que dans son arrêt Mbarushimana du 30 mai 2012, la Chambre d'appel a jugé qu'au stade de la confirmation des charges,
les preuves présentées par l'accusation doivent rester de l'ordre de la présomption. C'est donc bien ce standard de preuve dont il s'agit aujourd'hui. Et ce point est particulièrement important s'agissant des crimes sexuels relevés par l'accusation. Ce sont des crimes extrêmement graves, mais également extrêmement difficiles à prouver. Et c'est bien eu égard à la nature particulière du crime sexuel, crime parfait parce qu'il ne laisse aucune preuve, que les États parties ont prévu à l'article 63-4 du règlement de procédure et de preuve que, je cite, « Les chambres n'imposent pas l'obligation juridique de corroborer la preuve des crimes relevant de la compétence de la Cour, en particulier des crimes de violence sexuelle. » Ensuite, concernant l'admissibilité des SMS tirés du portable du suspect. 4 observations à cet égard. D'abord, la Cour ne peut porter une appréciation sur la manière dont les autorités du musée D, qui est l'état d'arrestation, ont procédé à la perquisition du téléphone en application de leur droit procédural national. Cette perquisition s'est donc bien déroulée dans un cadre légal, celui applicable au musée D, et il ne s'agit pas ici d'apprécier la validité de ce droit. Ensuite, et toujours concernant l'admission des SMS de M. Tatechemou, bien que l'article 69-7 du statut de Rome prohibe l'utilisation de preuves obtenues en violation des droits de l'homme internationalement reconnus, la Cour a estimé dans l'affaire Bemba que cette exception n'était pas absolue et qu'elle devait être mise en balance avec la valeur probante des preuves. Or, en l'espèce, les droits fondamentaux du suspect n'ont pas été violés de manière suffisamment grave. Il n'a été retenu que 6 heures, soit l'équivalent d'une matinée, et en comparaison avec le délai légal d'une garde à vue, par exemple en droit français, qui dure 24 heures, ce délai semble raisonnable. À titre de comparaison toujours, nous pouvons également citer l'affaire Lubanga, dans laquelle le domicile du suspect avait été perquisitionné, plusieurs centaines de documents saisis, ce qui avait violé plus gravement encore son droit à la vie privée. Pourtant, les preuves dans cette affaire ont été admises, car elles avaient une forte valeur probante. Or, en l'occurrence, les SMS versés par l'accusation ont aussi une très forte valeur probante en ce qu'ils permettent de caractériser l'ensemble des crimes reprochés aujourd'hui au suspect. Ces preuves numériques doivent donc être admises par la Cour. Enfin, les preuves documentaires présentées par l'accusation sont toutes en lien avec les faits de l'espèce. Or, dans son arrêt Moussitch et consorts de 1998, le TPY a considéré que les preuves documentaires sont recevables et sont dotées d'une forte valeur probante dans la mesure où les sources sont connues. En l'espèce, l'agence Reuters, qui a rapporté les crimes ayant été commis en Escadie, est une agence internationalement reconnue. Dans ces conditions, l'accusation demande donc que toutes les preuves présentées soient admises et que les charges soient confirmées à l'égard du suspect. Merci. Je vous remercie et je vous remercie d'avoir tenu les délais qui vous étaient impartis. C'est maintenant au tour de la défense de présenter ses observations. Nous vous écoutons. Monsieur le Président, Mesdames les juges, la lourde tâche me revient de donner la réplique à l'accusation et de représenter, pour la dernière fois au cours de cette audience, et pour l'ultime fois, j'ose l'espérer, Monsieur Tatechemou. Ultime fois? Oui, parce que vous l'aurez compris, la défense est convaincue que Monsieur Tatechemou n'est pas responsable des faits qui ont été commis en Escadie. Pour vous convaincre, si cela était encore nécessaire, j'aimerais revenir sur quelques points en réponse à l'accusation. Tout d'abord, j'aimerais revenir sur les violations du droit à la défense. Ensuite, j'aimerais revenir un instant sur la résolution 2540 rendue par le Conseil de sécurité. Et enfin, sur la force probante des preuves qui vous sont apportées. Monsieur le Président, Mesdames les juges, la défense est convaincue. Les droits de Monsieur Tatechemou ont été violés. Monsieur Tatechemou a été arrêté au Moussédé le 10 janvier 2021.
l'accusation argue le fait qu'aucun de ces droits n'ont été bafoués. En réalité, ils ont été balayés d'un revers de manche. Enfermé dans une cellule de l'aéroport, il est resté plusieurs heures sans manger et sans boire, sans même pouvoir échanger avec un avocat qui parle sa langue, sans même pouvoir échanger avec un avocat tout court. Mesdames et messieurs les juges, n'écoutez pas sur l'accusation qui s'assoit sur les principes du droit de la défense et ayez le courage, parce que les droits de la défense sont tout aussi importants que la volonté de juger l'atrocité des crimes, de déclarer la procédure irrecevable sur ce point. Mais alors sur quel fondement ? L'article 55 du statut d'une part, qui encadre le droit de la personne, mais aussi d'autre part, sur la règle 117 du règlement de procédure et de preuve, qui dispose, je cite, « La Cour prend des mesures pour s'assurer que l'intéressé reçoit copie du mandat d'arrêt. » Mesdames et messieurs les juges, la Cour n'a pris aucune mesure pour s'assurer de tout cela. La Cour n'a pris aucune mesure pour s'assurer du respect des droits de la défense. Monsieur Tatechemu n'a jamais reçu copie du mandat d'arrêt et n'a jamais reçu aucun document dans une langue qu'il comprend. Encore une fois, monsieur Tatechemu a vu ses droits les plus élémentaires balayés d'un revers de manche. La Cour n'a pris aucune mesure pour s'assurer du respect de ses droits et a laissé, en toute impunité, l'État du Mucédé agir ainsi. Ainsi, vous déclarez la procédure irrecevable en raison d'une violation des droits de la défense. Ensuite, la défense vous a montré tout à l'heure que l'affaire doit être déclarée irrecevable à l'aune du principe non bis in idem. Je ne reviendrai donc pas sur ce point. Or, si par extraordinaire vous considéreriez que le principe doit être écarté, l'affaire doit tout de même être déclarée irrecevable en raison de l'illégalité du renvoi de l'affaire par le Conseil de sécurité en vertu de l'article 13b du statut de Rome. En effet, la Cour pénale internationale est aujourd'hui saisie par le Conseil de sécurité. La résolution 2540 saisit la Cour de la situation en Escadie, entre parenthèses, en Namécadie. Le Conseil de sécurité, dans toute la résolution, entretient une confusion puisqu'il mentionne la situation parfois en Escadie, parfois en Namécadie, sans jamais être clair sur la limitation du conflit. Et finalement, la Cour, elle, retient la situation en Namécadie, ce qui est bien plus large que la situation en Escadie que déférait le Conseil de sécurité. Ainsi, la défense soumet que la résolution 2540 du 30 janvier 2020 ne remplit pas les critères légaux d'un renvoi d'une situation devant la Cour par le Conseil de sécurité en vertu de l'article 13b du statut, et que la Cour est donc irrégulièrement saisie de la situation en Namécadie. En effet, au terme de l'article 13b du statut, le Conseil de sécurité des Nations unies peut déférer une situation. La Cour est donc tenue à la situation, en l'occurrence la situation en Escadie. Et finalement, la Cour, elle, ouvre l'enquête sur la situation en Namécadie. Les contours géographiques de la situation renvoyée sont donc imprécis et ont évolué au fur et à mesure du temps, y compris dans la résolution elle-même. Ainsi, la défense demande à l'honorable Cour de déclarer l'affaire irrecevable et de juger que le renvoi opéré par l'article 2540 ne remplit pas les critères de l'article 13b du statut, en ce qu'il impose de faire déférer une situation dont les contours géographiques sont clairs. Enfin, j'aimerais revenir, s'agissant des preuves. J'aimerais revenir sur la force probante des preuves s'agissant du tir du missile Buck tiré sur l'avion civil. L'accusation est persuadée que cette attaque est de la responsabilité de M. Tatechemu. Or, ce n'est pas le cas. Et pour cause, cette affirmation se base sur 2 points. Les conclusions d'enquête réalisées par les autorités amécadiennes, celles réalisées par les enquêteurs internationaux,
et sur une rumeur véhiculée par les réseaux sociaux. S'agissant des conclusions des enquêtes, l'accusation veut vous faire croire que les rapports d'enquête sont clairs, affirmatifs, sur la responsabilité de la société Range dans cette attaque. Or, le rapport du parquet amécadien conclut que le missile Buck a été tiré depuis la frontière entre l'Amécadie et le Lessalilas, vraisemblablement par un agent de la société militaire privée Range. Les autorités internationales arrivent d'ailleurs à la même conclusion. Vraisemblablement. Comment l'accusation peut-elle ici, aujourd'hui, être aussi sûre d'elle en amenant cette preuve devant vous, alors que le terme vraisemblablement est employé ? Vous en tirerez toutes les conséquences, mais il est évident que cette preuve ne peut être prise au sérieux. Elle est donc dépourvue de toute valeur probante au regard de l'article 69 du Statut de Rome. De plus, si la responsabilité de M. Tatechemu est en cause dans cette attaque, c'est uniquement en raison d'une rumeur qui circule sur les réseaux sociaux, notamment alimentée par ses opposants, qui affirment que c'est M. Tatechemu lui-même qui a donné l'ordre de tirer. Une rumeur. Votre honorable cour serait-elle rendue à justifier la responsabilité d'un homme sur la base d'une rumeur ? Je ne le pense pas. En tout cas, je ne l'espère pas. À ce titre, les preuves mises en avant par l'accusation, s'agissant de l'attaque de l'avion civil, doivent être écartées, car elles n'ont pas de valeur probante suffisante pour permettre d'engager la responsabilité de M. Tatechemu. Monsieur le Président, Mesdames les juges, vous l'aurez compris, les efforts déployés par l'accusation pour prouver que M. Tatechemu est responsable des atrocités commises sont restés vains. L'accusation ne parvient pas à démontrer l'existence de motifs substantiels de croire que M. Tatechemu a commis les crimes qui lui sont imputés et pour lesquels il est privé de sa liberté depuis plus d'1 an. Vous refuserez dès lors de confirmer les charges qui pèsent aujourd'hui sur M. Tatechemu. Ce matin, la défense s'est levée avec le goût de la peur et le parfum de l'espoir. Ce soir, nous nous coucherons avec la certitude que M. Tatechemu n'est ni un monstre ni un lâche, mais un homme dont la parole a été entendue. Je vous remercie. Avant de conclure, je vais demander à Mesdames les juges si elles ont des questions complémentaires à l'issue de cet échange. Madame la juge. Merci, Monsieur le Président. Si vous le permettez, j'interviendrai sur un petit point à l'endroit des conseils de la défense. Je crois comprendre que sur les points liés à l'admissibilité des preuves, il y a eu un point essentiel sur les violences basées sur le genre, les violences sexuelles. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? La Chambre comprend que sur l'attaque de l'avion, il y a eu des échanges entre les parties. Mais sur la question liée aux violences sexuelles, au viol, je ne crois pas avoir entendu quelque chose de la part des conseils de la défense. Madame la juge, je vous remercie pour votre question. En effet, eu égard au temps qui m'était imparti, j'ai décidé de revenir sur une des preuves pour vous démontrer qu'elle n'avait pas suffisamment de valeur probante. En réalité, les autres preuves qui sont apportées par le bureau du procureur aujourd'hui n'ont pas d'autres valeurs probantes également, et notamment celles relatives aux violences sexuelles qui ont été opérées, notamment parce que les violences sexuelles sont aujourd'hui amenées par l'accusation sur la base seulement d'un rapport qui serait prétendument rendu public et prétendument écrit par M. Echeroux. Cependant, l'accusation ne se base sur aucune source qui pourrait affirmer que cette preuve a une valeur probante suffisante. Je vous remercie. Merci, Madame la juge. Je vais vous poser une question sur la validité de la résolution des Nations Unies.
Est-ce qu'à votre avis, la Cour a compétence pour questionner cette validité et de quelle manière? Merci. Madame la juge, en effet, je vous ai apporté l'argument selon lequel la résolution doit être déclarée, amène la procédure à être irrecevable. Et c'est en effet à votre cour de se pencher sur l'irrecevabilité de cette résolution, ce qui pourrait évidemment de faire en sorte de ne pas renvoyer M. Tatechémou devant la Cour pénale internationale. Je vous remercie beaucoup. Pour ma part, je n'ai pas de questions supplémentaires. Je vous remercie donc et la Cour va maintenant se retirer pour délibérer. Vous pouvez quitter la salle d'audience, mais je pense qu'il serait bon que nous soyons tous de retour. Madame la greffière d'audience à 11h50 peut-être. Donc 11h50, nous nous retrouvons ici. Je vous remercie. Veuillez vous lever.